Comme je le disais, les membres de la commission de révision de la Constitution ont voté la modification de l'article 7 bis. Ce vote est un préalable à l'adoption de la loi spéciale climat. Et si vous n'avez pas suivi tous les épisodes, eh bien, on vous les rappellera dans le courant de cette émission. Pas d'inquiétude. Une première réaction d'abord, Pascal Deluitte. Le vote a bien eu lieu ce matin. Mais pour autant, est-ce qu'on y croit encore ? Pas beaucoup, hein. Il faut être honnête pour en tout cas les partisans de cette loi climat, c'est que pour réviser la Constitution, il faut nécessairement une majorité des 2/3 et 2/3 des présents, et par ailleurs que ce soit la même chose du côté du Sénat. Or, on l'a vu ce matin en commission parlementaire, la révision est certes passée, mais par 9 voix contre 8, donc on est très loin d'une majorité des 2/3. Et il apparaît que les deux partis qui pourraient éventuellement changer encore la donne, l'OpenVLD et le CDNV, ne semblent pas dans un scénario qui laisse à penser qu'il pourrait évoluer d'ici la plénière. Oui, parce qu'il y en a quand même un qui a changé, en tout cas en dernière minute, on peut le dire, juste avant le vote, c'est le MR, qui s'était positionné très clairement contre le texte, mais qui, à la veille du vote, a pourtant changé de position. Vous ne pensez pas qu'on peut attendre une attitude pareille d'un des partis flamands qui s'oppose encore au texte ? Rien n'est exclu, il ne faut jamais rien exclure jusqu'à la plénière, mais le MR a changé sa position dans un contexte et dans un cadre que je peux qualifier de culturel et politique qui est quand même assez différent de celui du nord du pays, hein, où la pression est très forte au sud du pays, où la majorité des partis politiques y sont favorables, où par ailleurs il y a une forme de pression sociale, et le MR a cédé à cette pression sociale, dans un contexte où il savait aussi par ailleurs que l'aboutissement du processus était très peu vraisemblable. Ouais, peut-être, et on reviendra quand même sur sur le changement de positionnement du MR. Arnaud Zacharie, une réaction aussi. Vous faites partie avec le CNCD de ces associations qui ont milité de manière très intense, notamment ces derniers jours, en faveur de cette loi spéciale climat. Comment vous vivez, vous, finalement, ces moments ? Comme un échec ou quand même comme d'une certaine manière, une obtention de certaines choses et certaines avancées. Il y a clairement des avancées. Enfin, du côté du paysage politique francophone, on a quand même une unanimité. Donc, en effet, il y a encore des partis qui bloquent du côté flamand, qui vont sans doute continuer à bloquer parce que les déclarations qu'ils ont faites aujourd'hui sont quand même fort dures contre Est-ce que vous y croyez encore, finalement ? Personnellement, je n'y crois plus pour jeudi, mais on va continuer et nos partenaires en Flandre mettent la pression sur le CDNV et l'OpenVLD, sachant que la NVA, là, c'est clair qu'ils vont jamais bouger. Maintenant, il y a ce projet de loi spéciale, mais il ne faut pas oublier que l'enjeu, c'est de faire de la lutte contre le changement climatique, de la transition écologique et sociale, un enjeu de la campagne électorale, des élections, et que ça se trouve comme une priorité dans la future déclaration gouvernementale, ce qui n'était pas du tout le cas de la législature en cours. Donc, évidemment, on a cet objectif à court terme parce qu'on était dans ce scénario un peu spécial de gouvernement minoritaire en affaires courantes. Donc, c'est au Parlement que les choses pouvaient bouger. Donc là, on a un projet de loi spécial qui est arrivé grâce aux académiques et on les en remercie. Donc, nous, on a mis la pression pour essayer d'avoir cette majorité aux 2/3 qui est évidemment compliquée à avoir. Maintenant, si on ne l'a pas d'ici jeudi, la vie continue et certainement aussi l'objectif de lutter contre le changement climatique qui est un objectif à long terme. Ouais, Delphine Mizone, alors vous êtes professeur de droit de l'environnement à Saint-Louis et vous êtes surtout une des co-auteurs de ce texte, de cette loi spéciale climat. Est-ce qu'elle est morte et enterrée finalement, cette loi climat ? Non, enfin, d'abord, elle a déjà beaucoup vécu. On en parle tout le temps, partout. C'est assez formidable. Ce matin, la discussion qui a eu lieu à la Chambre, on n'aurait jamais eu un tel débat avec un accord de coopération. La loi spéciale, est-ce qu'elle est morte et enterrée ? En tout cas, pour le moment, l'enjeu, c'est la modification de la Constitution ce jeudi. Tout dépend de la phrase qui sera proposée. Peut-être qu'il y a encore des surprises qui sortiront, évidemment. Donc vous y croyez encore ? Vous pensez que cette révision pourrait encore passer le cap de la plénière de jeudi ? Mais il y a deux éléments. Donc, il faut d'abord discuter de pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'une révision de la Constitution, à quoi ça mène. Et puis, l'instrument loi spéciale, qu'est-ce qu'il apporte ? Donc on a bien compris aujourd'hui que des partis flamands sont plutôt opposés à la démarche loi spéciale.
il propose un accord de coopération, mais pour rendre un accord de coopération obligatoire, il faut aussi une loi spéciale. Donc ça, il faut peut-être le signaler, qu'on n'échappe pas. Et donc ça implique aussi, de toute façon, qu'on touche d'une manière ou d'une autre à la Constitution, en gros ? Non. Il faut alors une majorité des 2/3 pour rendre obligatoire l'adoption d'un accord de coopération sur quoi ? Sur, par exemple, les objectifs globaux de la Belgique en matière climatique, une meilleure gouvernance, parce qu'il faut bien aussi préciser de quoi il s'agit. Avec cette loi spéciale que nous avons proposée, nous abordons uniquement certains aspects de coordination et de vision à long terme. Donc on l'a bien dit, on fixe le cap, on donne une boussole et on proposait un meilleur gouvernail. Mais par ailleurs, tout peut continuer comme avant, puisqu'il y a énormément d'entités compétentes pour des segments de la matière climatique déjà aujourd'hui. Et donc, chacun a déjà son précaré sur lequel agir. Oui, c'est ça. Mais en ce qui concerne le texte, pour revenir sur cette question que je vous posais, sur le texte que vous avez proposé, avec une dizaine d'autres d'académiques qui ont travaillé et qui ont proposé cette loi spéciale, qui initialement, d'ailleurs, n'avait pas prévu, ou en tout cas, c'est pas comme ça qu'elle avait été présentée. C'est un avis du Conseil d'État, une recommandation du Conseil d'État, qui a lancé ce processus de passer par la révision de la Constitution. Mais donc, ce texte-là, est-ce que vous pensez qu'il a encore, il pourrait, d'une certaine manière, survivre, si je peux utiliser ce terme, ou bien est-ce que vous sentez que ce texte-là ne passera pas ? Ce texte-là, de toute façon, sa vocation était d'être discuté au Parlement. Donc évidemment, le temps devient très court pour faire passer les amendements, discuter de tout. Il doit évoluer. Oui, Pascal Deluitte, peut-être par rapport à ça, au fond, est-ce que ce texte aura eu, si jamais il ne devait pas passer le cap, vous disiez il y a quand même très peu de chances, mais enfin on ne sait jamais ce qui peut arriver, même si le chemin est encore extrêmement difficile, est-ce qu'en effet, il aura eu le mérite de faire bouger les lignes ? Il a eu le mérite de faire bouger les lignes dans un double contexte qui le permettait. Le premier, c'est bien sûr la crise politique du mois de décembre, où, on l'a déjà souligné, la focale a été moins sur l'exécutif et plus sur le Parlement. Le deuxième, et bien sûr les élections à venir, et le deuxième élément de contexte, c'est une nouvelle bouffée de politisation, si je peux le dire ainsi, autour de la question du réchauffement climatique, et un sentiment d'urgence qui s'impose de plus en plus dans une partie de la population qui se mobilise pour rencontrer les défis. Et je pense qu'ils se mobilisent à juste titre pour rencontrer les défis. Après, c'était très compliqué d'aboutir, indépendamment même de l'avis du Conseil d'État qui imposait la révision de la Constitution, en tout cas dans son article 7 bis, le vote de la loi spéciale posait les mêmes problèmes, et même des problèmes aggravés, si je peux le dire ainsi, puisqu'il faut non seulement alors là une majorité des 2/3 et une majorité dans chaque rôle linguistique. Donc atteindre une majorité dans le rôle linguistique néerlandophone apparaissait en tout état de cause d'emblée très complexe comme objectif à atteindre. Mais encore une fois, ça ne change rien au fond, c'est-à-dire le défi est toujours à rencontrer et ça ne change rien au fait que postérieurement aux élections, les gouvernements fédéraux et des entités fédérées vont devoir s'atteler à cette politique climatique de manière plus sévère, si je peux le dire ainsi, par rapport aux défis qui sont posés. Alors, vous parliez à l'instant, Delphine Mison, du texte et de ce qu'il prévoit. Je vous propose, avant d'en parler, d'écouter deux réactions de députés, l'un de l'OpenVLD et l'un du CDNV, qu'on a rencontré ce matin, que Michel Gaillard a rencontré ce matin en commission, et je vous ferai réagir ensuite. Si on fait cet élément dans la Constitution, tout le monde peut aller au Cour constitutionnelle en demandant cette loi qui est votée maintenant à quel niveau n'importe, n'est pas en ligne avec cet article 7 de la Constitution, et on peut à ce moment-là, au lieu d'avancer dans le problème climatique, on va diminuer la possibilité d'avancer, on va certainement freiner à ce niveau-là, et ça sera des conséquences assez importantes. Ça pourrait être un handicap pour l'économie belge en général, donc il ne faut pas faire une distinction là-dessus. C'est plutôt qu'on essaie de
faire des actions concrètes qui sont crédibles et qui sont payables pour tout le monde en Belgique. Et puis ça, c'est beaucoup mieux que formuler des objectifs un peu dans l'abstrait et donc pas les remplir avec des actions très concrètes. Donc là, à mon avis, il y a un autre point de vue. Voilà, donc ça, c'est deux des aspects, c'est pas les seuls d'ailleurs, hein, qu'on a entendus dans le chef des partis flamands, en l'occurrence l'Open VLD et le CDNV, puisque Groen et le SPA, eux, se sont joints aux personnes qui soutiennent le texte. Mais il y a d'une part cette peur du gouvernement des juges, avec beaucoup de guillemets, hein, pour résumer, et d'autre part le manque de concret du texte. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à ces critiques? Donc ici, le législateur a peur de son ombre. Il a la possibilité d'exercer un choix politique majeur, fixer un cap pour la Belgique, qui est requis par les engagements internationaux. De quoi s'agit-il? La décarbonation de l'économie. Donc il a la possibilité de se prononcer. Non, il préfère laisser cela au gouvernement par le biais d'accords de coopération sans mandat. Très bien. Je suis assez surprise. Donc, d'une certaine manière, que le législatif se décharge un petit peu de cette responsabilité-là sur l'exécutif, d'une certaine manière, qui est aux manettes quand on parle d'accord de coopération. Et ici, il faut quand même aussi comprendre que, tant en vertu du droit international que du droit européen, tous les projecteurs sont braqués maintenant sur les États. Pour diverses raisons. L'accord de Paris, très bien, il fixe des objectifs, mais il dit aux partis, donc aux États, maintenant débrouillez-vous pour venir avec des propositions qui permettront d'atteindre les objectifs. Donc la balle est dans le camp des États. Au niveau européen, on a un règlement tout neuf de 2018 qui nous dit nous avons des objectifs globaux, mais nous ne pouvons pas vous les imposer, notamment concernant votre mix énergétique. C'est à vous de décider, chers États membres, pour vous-même, par le biais de planification intégrée. Donc, en réalité, les États doivent absolument agir. Alors, penser que cela va se faire sans ligne claire posée par le législateur, ça m'étonne. Ouais, alors il y avait effectivement ça, l'accord de coopération, mais il y a effectivement cette peur du fait des recours. La meilleure manière, c'est que le législateur agisse et pose des jalons. S'il n'agit pas, alors justement, c'est le champ libre pour l'interprétation, même si je n'aime pas du tout ce vocabulaire de gouvernement des juges qui est très méprisant dans un État comme la Belgique. Par ailleurs, pour les mesures concrètes, ce n'est pas l'objet de la loi spéciale. La loi spéciale, c'est un liant, un élément de coordination et de vision à long terme. Les mesures concrètes doivent toujours être proposées et adoptées par chacun des législateurs compétents. Alors peut-être une réaction aussi, Arnaud Zacharie, on entendait effectivement cette critique sur l'aspect concret, abstrait de cette loi. Est-ce que finalement ce texte avait une valeur et une portée plutôt symbolique qu'autre chose? Qu'est-ce qui changeait, au-delà de la question du concret et de l'abstrait, mais est-ce qu'il changeait véritablement quelque chose? On l'a dit, c'est essentiellement deux choses. C'est d'abord fixer l'objectif, mais quelque part l'objectif, c'est l'objectif international, puisque l'accord de Paris lui-même demande de limiter le réchauffement à 2 degrés, de faire tous les efforts pour limiter à 1,5 degré. Or, pour ça, nous dit le GIEC, il faut limiter à réduire de 55% nos émissions. Donc ça, c'est le cap. Et puis, c'est les institutions de créer une conférence interministérielle, une agence interfédérale. Mais ce n'est pas non plus créer de nouvelles institutions, parce qu'en quelque sorte, ce qui est proposé, c'est de remplacer les institutions qui existent par des nouvelles qui seraient plus adaptées. Donc voilà, à partir du moment où on a le cap et les institutions, il reste à définir tout ce qu'on doit faire au niveau fédéral, au niveau régional, au niveau communal, au niveau européen, etc. Donc la loi spéciale n'est qu'un point de départ, en quelque sorte, de toute une série de politiques qu'il faut ensuite décliner. Oui, Pascal David. Mais en fait, ce que révèlent les interviews qu'on a vues, c'est au-delà d'une acceptation de principe d'un certain nombre de partis et de partis, il y a une hostilité à la définition de la régulation publique en matière environnementale. On entend M. Van Steenkist et M. Bogaert, non à des objectifs abstraits, non à des données abstraites, mais en réalité, il n'y a rien d'abstrait. Tout ça est basé sur de nombreuses études définies dans des conférences intergouvernementales
bien illustré scientifiquement par le GIEC, mais il ne faut pas s'illusionner. La question de l'environnement est un espace où s'affrontent à tout le moins deux visions. Une vision, on va la résoudre par le comportement individuel de tous les citoyens indépendamment d'une quelconque pression, ou on doit passer par de la régulation. Et vous avez là l'expression d'acteurs qui sont en réalité hostiles à la régulation publique sur cette question-là. Qu'est-ce que ça laisse présager, au fond, pour la suite? Parce que pour terminer, je voulais vous demander aussi, quel est le plan B maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Le premier élément, il faut ne pas l'oublier, ça va être le choix des citoyens et des citoyennes. C'est-à-dire que pour orienter dans le bon sens, il faut que les citoyens et les citoyennes marquent leur volonté de l'orienter dans un sens ou dans l'autre. Et moi, je ne sais pas quels seront les différents segments et dans quel sens ils vont pousser. Mais il faut rappeler qu'on a un moment électoral le 26 mai, qui est un moment électoral fondamental à plein d'égards pour la Belgique, et en particulier pour répondre à ce défi d'une manière qui soit par ailleurs telle que le définit l'article 7 bis dans la philosophie du développement durable, c'est-à-dire soutenable économiquement, socialement et par rapport aux défis environnementaux. Et donc, en fonction des résultats électoraux, on verra ce qui est possible de faire. Mais il ne faut jamais l'oublier, ce qui est possible de faire, c'est d'abord en fonction du choix des citoyens et des citoyennes. Oui, et vous venez de dire assez clairement qu'en tout cas, certains partis, et là on parlait plutôt du rapport Nord-Sud, mais que les positions sur le climat à ce niveau-là sont assez claires. Elles sont claires et elles ont une certaine logique idéologique dans le chef de parti de droite face à des partis de centre-gauche ou de gauche. Par ailleurs, il ne faut pas l'oublier, l'effort à réaliser est plus complexe vu du point de vue flamand et de l'économie flamande que vu du point de vue francophone et de l'économie bruxelloise ou wallonne. Et on peut comprendre qu'avec un gros pôle, le pôle d'Anvers par exemple, gros pôle logistique, gros pôle chimique, répondre aux normes de Paris, si je peux les appeler ainsi, est un défi important, quand bien même cette transition est parfaitement soutenable d'un point de vue économique. Ouais, rapidement, Arnaud Zacharie, donc maintenant les activistes, les militants, les associations qui étaient réunies et qui campaient depuis 2 jours, d'abord rue de la Loi et puis sur la place du Trône, ont levé le camp. Mais on a vu quand même que les modes d'action ont un petit peu changé et sont un petit peu montés en intensité. Quelles sont maintenant les actions que vous prévoyez? Est-ce que vous allez continuer à maintenir la tension jusqu'au 26 mai? Oui, très certainement. Bon, d'abord, il y a une campagne électorale, donc on a déjà un programme d'interpellation de tous les partis politiques qui était prévu de longue date. Il y a une manifestation à Bruxelles ce dimanche qui est organisée par Rise for Climate, donc c'est ces citoyens qui avaient organisé déjà une manifestation en janvier. Les étudiants vont continuer de manifester jusqu'aux élections, et le 12 mai, il y aura aussi une grande manifestation à Bruxelles où l'objectif est de faire converger tous les enjeux de justice climatique, mais aussi de justice sociale, de justice fiscale, de justice migratoire, faire un peu converger tous les mouvements citoyens. Mais vous prévoyez aussi des actions un petit peu d'une nature différente, comme on a vu que... ça, je ne vais pas vous le dire, parce que déjà, on a décidé vendredi de faire l'action de dimanche, donc si vous m'avez posé la question jeudi, je n'aurais pas pu vous répondre. Donc, si le contexte... le permet et si c'est pertinent, pourquoi pas. Maintenant, on ne va pas multiplier les actions. Là, on sait très bien qu'on avait l'échéance de mardi et donc il fallait marquer le coup parce qu'on voyait que les jours allaient passer comme ça et que cette loi allait mourir dans l'indifférence. Donc on a voulu justement marquer le coup de manière un peu originale. Ouais, peut-être pour conclure, un petit mot, Delphine Misogne, il nous reste 1 minute. Sur tous ces aspects, sur ce qu'on peut attendre maintenant, puisque vous avez coécrit ce texte, ce qu'on peut attendre maintenant de la manière dont ce dossier va être adressé d'ici les élections et puis après. Oui, il faut absolument trouver le moyen de penser cette vision commune qui semble quand même essentielle. Alors, par quel instrument c'était ça, le pari d'utiliser la loi spéciale, qui est quand même une loi qui peut donner un signal sur le long terme. En fait, il faut dépasser les échéances électorales. Cette loi était supposée... et c'était d'ailleurs un des aspects qui faisait peur aussi, c'était ce long terme, qui faisait peur Mais c'est ça la caractéristique de toutes les lois climat européennes, dépasser le court terme, se postposer dans le long terme, et c'est normalement considéré comme des lois économiques. Ouais, mais ça n'a pas été, jusqu'ici en tout cas, ça a été en tout cas extrêmement compliqué. On va voir ce qui va se passer dans les prochains jours, mais plus grand monde n'y croit finalement. Oui, mais l'outil même, donc qu'est-ce qui va rester? Alors, l'accord de coopération non cadré,
Il faudrait alors développer des accords de coopération 2.0 ou alors les encadrer par une mini-loi spéciale. En fait, il y a diverses possibilités. Donc en tout cas, on n'est pas au bout des possibilités et on sait qu'ici en Belgique, on peut être très créatif. Et c'est ça, l'enjeu actuel impose aussi l'innovation du point de vue juridique. La Belgique n'est pas outillée pour le moment pour rencontrer le défi de cette gouvernance climatique. Très bien. Eh bien, merci. On va terminer là-dessus. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus nous donner vos expertises, vos points de vue, vos expériences. Et on suivra évidemment de très près ce dossier qu'on suit déjà depuis longtemps.